Africaines, Africains, je vous salue. Amis européens, asiatiques, amis américains de l'Afrique des libertés, nous sommes le samedi 22 novembre 2025. Il est 21h36 lorsque j'ouvre les turbines dans cet oratoire mystérieux de Normandie pour vous parler d'un seul sujet qui me paraît éclairant pour l'Afrique des libertés et même pour la géopolitique monde, c'est le blocus dans lequel se retrouve le président français bientôt sortant, Emmanuel Macron. Je voudrais d'abord m'expliquer sur le thème. Pourquoi je parle de blocus d'Emmanuel Macron? Parce que la communication officielle du gouvernement français concernant le Sahel, et notamment l'Alliance des États du Sahel, et notamment la capitale de la charte de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, a consacré depuis maintenant plus d'un mois à marteler dans le crâne des plus naïfs et des plus inavertis d'entre nous, l'idée que le Mali, son gouvernement, son président serait sous blocus des terroristes mercenaires qui, instrumentalisés bien sûr par l'OTAN depuis le saccage de la Libye en 2011, ensanglantent le Sahel, le golfe de Guinée, l'Afrique centrale, le bassin du Congo et même maintenant le bassin du Zambèze. On a voulu faire croire aux gens en France, en Europe, dans le monde, à travers l'Afrique, que le Mali était sous blocus, que le gouvernement du Mali était sous blocus, que le président malien, son Excellence Monsieur le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, était sous blocus, qu'il était littéralement incapable de bouger le petit doigt. Ce qui n'a rien à voir avec la réalité effective sur le terrain. Sur le terrain du Mali et de l'Alliance des États du Sahel, sont sous blocus les terreaux-impérialistes et leurs patrons. Jamais, depuis plus de 10 ans, les terroristes et leurs patrons impérialistes sponsors qui avaient saccagé la Libye n'avaient été en situation d'infériorité comme ils le sont aujourd'hui. Les maîtres de la puissance de feu dans l'espace aérien, Mali, Burkina et Niger, sont les armées du Mali, du Burkina et du Niger, et ceux qui donnent le là de la politique dans toute la sous-région ouest africaine, et même maintenant dans tout le continent africain, ce sont les dirigeants de l'AES. L'Afrique tout entière a son baromètre, eh bien, dans le Sahel. Et les événements sahéliens ont une valeur thérapeutique large, vaste, profonde, immense pour les Africains, pas seulement dans le continent, mais dans tous les autres continents du monde et dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens, où l'Afrique mondiale est galvanisée par l'action d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, d'Abdourahmane Tchani. Leurs discours sont religieusement suivis sur tous les continents, dans toutes les îles, dans toutes les communautés africaines éveillés, qui ont bien compris que this is time for Africa, l'heure de l'Afrique a sonné. Ainsi, contrairement à la propagande massive, à la propagande mensongère, à la propagande manipulée, délirante, une propagande amphigurique, une propagande frelatée, que France 24, RFI, TV5, Jeune Afrique, Le Monde, toute la presse stipendiée de France et de Navarre, malgré vraiment toute la campagne qu'ils ont menée pour enterrer le Mali dans leurs esprits, le Mali est vivant, le Mali est pimpant, le Mali est en mouvement. Dans la même période où ils racontaient n'importe quoi sur le Mali, le président Assimi Goïta inaugurait une nouvelle usine de fabrication, d'extraction et de fabrication de lithium. Dans la même période où il racontait n'importe quoi sur le Mali, le gouvernement malien trouvait la solution idoine pour punir sévèrement ceux qui tentaient d'asphyxier artificiellement le système d'approvisionnement en carburant du territoire du Mali. Au moment même où il fabriquait toutes ces histoires-là, le peuple malien démontrait sa maturité, sa profondeur, sa densité, sa résilience. Et avec discipline, avec courage, intrépidité, ce peuple
campaient fortement autour non seulement de l'armée, mais encore plus étroitement du gouvernement et du chef de l'État. Le coup d'État énergétique a échoué. Il devait échouer et tous les prochains coups d'État de la même nature vont échouer. On a donc appelé cela abusivement blocus. Les bien-pensants de la géostratégie, la géopolitique néocolonialiste française ont élaboré le concept de blocus qu'on retrouvait dans l'AFP, dans France 24, dans RFI, dans Jeune Afrique, dans Le Monde, dans TV5. Il s'était passé le mot, le Mali sous blocus. Comme on dit chez nous à Abidjan, déjà, blocus là, c'est même ici à Paris que ça va arriver. Il y a une loi, l'une des 7 lois fondamentales du cosmos, et qui fait partie de la loi unique et multiple du cosmos. C'est la loi de l'action-réaction. Selon cette loi, ce que tu fais, te fait. Ce que tu fais, te fait. Si tu veux du bien pour les autres, tôt ou tard, tu récolteras du bien. Si tu veux du mal pour les autres, tôt ou tard, tu récolteras du mal. Et cela en stricte proportion de ce que tu as fait. Dans le domaine de la science physique, cette loi existe. On l'appelle en effet la loi de la réfraction ou de la réflexion. C'est une loi qu'on trouve dans un chapitre particulier de la physique qui s'appelle l'optique. On parle de l'angle de réfraction et de l'angle de réflexion. On sait que les angles sont équivalents. La manière dont un rayon de lumière vient frapper ou pénétrer une surface détermine l'angle en fonction duquel, à l'intérieur de cette nouvelle surface, le rayon de lumière est dévié. C'est une application en physique optique de la loi d'action-réaction. Ce que tu fais là, ça te fait. C'est comme tu viens, c'est comme ça que tu t'en vas. C'est comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. On peut trouver plusieurs applications de ce principe dans plusieurs domaines de la vie. C'est un principe vérifiable. C'est un principe attesté. Et sur le plan de la métaphysique de l'existence humaine, il faut que vous sachiez que ce principe est absolument vrai. Nous sommes des créatures de l'être créateur absolu. Il y a sûrement très longtemps qu'il nous a créés. Nous sommes actuellement dans la forme humaine, selon la tradition africaine. Mais nous n'avons pas toujours été dans la forme humaine. Notre âme est passée par plusieurs formes avant de s'incarner dans la forme humaine. Et tant que nous n'aurons pas été capables de refléter pleinement, suffisamment, la lumière de celui qui nous a créés, nous aurons 2 possibilités. Soit celle d'être réincarné sous une forme plus ou moins avantageuse, soit la possibilité d'être introduit dans la vie éternelle des âmes, c'est-à-dire débarrassé de toute réincarnation supplémentaire. Dans la tradition africaine, voilà pourquoi Birago Diop a écrit « Les morts ne sont pas morts ». Il expliquait que la vie est un cycle. Or, si vous comprenez que la vie est un cycle, alors vous êtes obligé de comprendre que on paye toujours tout ce qu'on fait. Puisqu'on n'a pas en réalité une seule vie. Ça, c'est le vulgaire qui pense qu'on a une seule vie. Celui qui connaît l'histoire de l'âme humaine, c'est que l'âme humaine, en réalité, a plusieurs opportunités de vivre pour pouvoir réaliser ce pourquoi le Tout-Puissant nous a créés, à savoir que nous nous efforcions de l'imiter par l'adoration, par le comportement, par la création, vraiment que nous nous efforcions d'être à sa ressemblance morale. Tant que nous n'avons pas rempli ce programme, nous avons 2 risques. Premier risque, l'involution jusqu'à la disparition totale. Deuxième risque, une évolution lente. Et nous avons une grande promesse, c'est à un moment donné, le Tout-Puissant estimant que nous avons bien fait notre travail de créature, peut nous épargner une autre réincarnation. Cela veut dire que tout ce qu'on fait, on le paye.
Certains ne payent pas dans la vie que vous voyez, ils paieront dans une autre. Dans tous les cas, on paye. Et ça, c'est un domaine extrêmement subtil, dans lequel la loi dont je vous parle, à savoir la loi de l'action-réaction, que mes ancêtres Bassa Bantou appellent Temnigné, cette loi est valable. Que personne ne vous mente. Les dictateurs qui ont passé tout leur temps à tuer des gens, ils vont payer. S'ils ne payent pas dans cette vie-ci, ils vont payer dans la suivante. Tout le monde paye. Dans son intelligence, l'être créateur n'a rien laissé au hasard. Certains ont la chance de commencer à payer dans cette vie-ci. On peut même considérer que c'est une chance pour eux parce que c'est une opportunité qui leur est donnée de réparer et d'améliorer leur chemin vers la lumière. Alors, regardons très sérieusement le cas de M. Macron. Depuis pratiquement au moins 5 ans, il mène la vie dure aux pays africains parce qu'il veut forcer les pays africains à continuer à céder gratuitement leurs matières premières à la France. Il faut absolument que le Niger continue à se laisser voler son uranium. Sinon, ils ne sont pas contents à Paris. Il faut absolument que les pays africains laissent continuer à piller leur pétrole, leur gaz, leur or, leur manganèse, leur coltan, leur lithium, le café, le cacao. Il faut qu'on continue à se faire piller. Le fait que plusieurs pays africains se dressent pour refuser cela a été considéré par le président Emmanuel Macron comme étant un acte d'ingratitude. Il est allé jusqu'à proférer une phrase d'une méchanceté inouïe. Il a dit que l'ingratitude était une maladie non transmissible à l'homme. S'adressant aux pays africains qui ont décidé de mettre fin au pillage français, à l'exploitation éhontée de leurs ressources, le président Macron a dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme ». Il entendait par là que les Africains ne sont pas tout à fait des hommes, notamment ceux qui ont refusé de continuer à laisser piller leur uranium, leur pétrole, leur gaz, leur or, leur manganèse, leur lithium, leur coltan par l'industrie française. Il a eu des propos d'une dureté incroyable. Comme d'ailleurs l'essentiel de l'élite de la 5e République française, ils ont fait chantage des soldats français morts au Mali, alors que l'Afrique a donné des millions d'hommes pour que la France soit libre. Et qu'il n'y a même pas eu le début d'une réparation des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, des génocides, des déportations perpétrés par l'armée négrière, l'armée coloniale, l'armée néocoloniale et impérialiste française en Afrique. Ils n'ont même pas commencé à payer l'once d'un sou, alors qu'ils ont fait payer à l'Allemagne les destructions des 2 dernières guerres mondiales jusqu'à l'année 2010. Ils n'ont même pas envisagé de réparer ce qu'ils ont fait à l'Afrique. Ils continuent à l'endetter par le subterfuge du FMI, de la Banque mondiale, des clubs de Paris, de Londres, de Bruxelles et de leur prétendue aide au développement qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'aide que la corde apporte au pendu. Vous avez déjà vu comment la corde aide le pendu à être bien pendu. C'est cela l'aide française au développement, qui n'est rien d'autre que l'argent des pays africains qui est prêté à d'autres pays africains avec intérêt par, le gouvernement français, l'arnaque suprême. Donc, parce qu'il ne veut pas qu'on mette fin au franc CFA, qu'on mette fin à l'occupation militaire des troupes néocolonialistes françaises en Afrique, il ne veut pas qu'on mette fin aux régimes qui sont en réalité à la solde de l'élite néocolonialiste française dans le cadre du système de la France-Afrique, parce qu'il ne veut pas que les pays africains fassent émerger des modèles d'organisation, d'état de droit, non dépendants de la propagande démocratique occidentale. Le président Macron a décrété, il a déterré la hache de guerre et a décrété ce qu'il a appelé la guerre informationnelle contre les panafricanistes. Les panafricanistes, entendez par là les intellectuels, les leaders politiques, les activistes, les militants, les citoyens qui revendiquent la souveraineté africaine,
notamment en utilisant les outils médiatiques nouveaux comme les médias numériques, tout ce monde-là a été décrété ennemi de la France, coupable d'un sentiment anti-français. Alors que je ne connais pas un seul panafricaniste, je ne connais pas une seule argumentation panafricaniste qui consiste à dire que les Africains doivent contrôler Paris, que les Africains doivent s'emparer de Bordeaux, qu'ils doivent s'emparer, je ne sais pas, de telle ou telle portion du territoire français, ou qu'ils doivent imposer le séjour de leurs militaires, ou même la domination de leur monnaie sur la France. Nulle part dans l'idéologie panafricaniste, il y a de la place pour l'affirmation du droit du peuple noir, du peuple africain, à écraser les autres peuples de la terre. Mais paradoxalement, on fait la guerre aux panafricanistes sur le terrain du droit des Africains. C'est-à-dire, en fait, on vient faire la guerre aux panafricanistes qui défendent simplement les droits légitimes des Africains. Ce n'est pas que Franklin Nyamsi, je ne sais pas, Kemi Seba, Nathalie Yamb, ce n'est pas que nous ayons tenté de voler la tour Eiffel. Ce n'est pas que nous ayons tenté, je ne sais pas, de prendre possession de la ville de Bordeaux ou de la province du Gard. Non. Nous disons simplement, ne vous mêlez plus d'arracher les matières premières de notre continent, l'Afrique. Laissez-nous décider de l'usage que nous en faisons. Retirez vos troupes néocolonialistes et impérialistes du sol africain. Nous disons, ne vous mêlez plus de la désignation de nos dirigeants en Afrique. Nous disons, laissez-nous penser nos modèles politiques en fonction de notre propre civilisation et de notre tradition. En fait, nous disons simplement, laissez-nous faire ce que vous avez le droit de faire chez vous, chez nous. Ce que vous avez le droit de faire chez vous, laissez-nous avoir le droit de le faire chez nous. Ne vous mêlez pas des affaires africaines, comme les Africains, en tant que tels, ne se mêlent pas des affaires françaises. C'est uniquement en raison de cette revendication d'équité, d'égalité, de véritable fraternité, que le président Macron a décrété que les panafricanistes sont des haineux, allant même jusqu'à traiter certains d'entre nous, y compris votre serviteur, de pseudo-intellectuels. Comme si sur le plan intellectuel, M. Macron pouvait nous affronter avec son CV. Il est allé très loin. Il a mobilisé des équipes, des diplomates, etc. pour nous mater. Moi, j'ai rendu ma démission de la fonction publique française le 1er septembre 2025 parce que j'ai tenu à montrer à M. Macron qu'un Africain de ma génération peut vivre sans la solde de la fonction publique française. J'ai tenu à le montrer également pour l'histoire. Enseigner que la liberté, elle ne s'octroie pas, elle s'arrache. Plusieurs panafricanistes ont posé des actes de souveraineté tout à fait comparables, histoire de dire à M. Macron, nous ne nous soumettrons pas. Nous n'accepterons pas d'être des esclaves, comme le furent certains de nos ancêtres. Nous n'accepterons pas d'être des colonisés, comme furent soumis nos parents. Notre génération est la ligne rouge de l'Afrique mondiale. Avec nous, c'est terminé. Nous vivons libres, nous mourrons libres, et on se souviendra de nous comme des hommes et des femmes farouchement libres, qui auront transmis l'héritage le plus précieux qu'on puisse donner aux générations suivantes, la dignité. La dignité humaine. Donc, on a beau expliquer à ces gens que le panafricanisme n'est pas du tout une idéologie de haine contre la France, de haine contre l'Occident, mais une idéologie de la souveraineté, de la communauté politique, la communauté humaine et culturelle africaine, ils ne veulent pas comprendre. Ils s'acharnent à nous envoyer des organisations terroristes sur le continent, à nous couvrir de toutes sortes de sanctions, à nous harceler, à nous persécuter par toute forme d'argutie et de facétie. Ils s'acharnent à nous menacer. Ils s'acharnent à organiser des campagnes médiatiques mensongères pour nous présenter comme des diables, alors que, comme le disait le grand anthropologue français Claude Lévi-Strauss, le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. En effet, quand tu pointes ton doigt sur les autres, en disant que ce sont eux les haineux et les méchants, tu as tendance à oublier qu'il y a au moins 3 de tes doigts, voire 4 qui sont repliés sur toi-même.
Ils ont donc élaboré, depuis 2 à 3 mois, le thème du blocus sur le Mali. Mais j'ai l'honneur de vous informer que le président Emmanuel Macron est actuellement sous blocus à l'Assemblée nationale française. Je vais vous lire un article qui va vous montrer un vrai blocus. Rien à voir avec ce qu'ils ont inventé dans les médias et qu'ils voulaient bourrer dans les crânes des gens. Vous allez voir ce qui vient d'arriver aujourd'hui même à Emmanuel Macron, ici à Paris, à 130 km de ma position. Je vais aller vous chercher l'information. Je l'ai publié sur ma page Facebook. Je vais vous lire un petit article qui résume la situation grave dans laquelle se trouve le président français Emmanuel Macron, qui actuellement est en déplacement en Afrique du Sud. Mais voici ce qui se passe pendant qu'il est en déplacement en Afrique du Sud. Je vous lis un article, c'est une dépêche du journal 20 minutes, paraissant à Paris. Budget 2026. Avec 404 voix contre, les députés rejettent à la quasi-unanimité le texte du gouvernement. Camouflé, je lis l'article, le budget a été rejeté à l'Assemblée nationale. Ce vote relance les scénarios de passage en force avant l'examen du texte au Sénat. L'Assemblée nationale a infligé dans la nuit de vendredi à samedi un revers majeur à l'exécutif en rejetant très largement le budget 2026. 404 voix contre, une seule pour, 84 abstentions. Après 125 heures de débat, les députés ont repoussé la partie recette, ce qui a fait tomber l'ensemble du texte, sans que la section dépenses ne soit examinée. La gauche et le RN ont voté contre. Une partie de la majorité s'est abstenue ou opposée. Un seul député a voté pour Macron. Un certain monsieur Harold Huart, du groupe Lyot, qui n'est même pas de son parti directement. C'est lui qui a soutenu le projet. Amélie de Montchalin a défendu un travail utile tout en dénonçant des mesures inconstitutionnelles, irréalistes ou inapplicables introduites par les oppositions. Sur X, elle a fustigé l'attitude cynique des extrêmes. Dans le cas présidentiel, Paul Midi évoque des horreurs économiques, tandis que Sébastien Lecornu a déploré des coups tactiques des extrêmes qui rendent la copie insincère. Fin de citation de l'article de 20 minutes, publié, ce samedi 22/11, 2025, il était 2h45 du matin. Je rappelle les chiffres et je souhaite que tous ceux qui suivent cette émission notent les chiffres. Parce qu'on va faire une petite addition pour savoir ce que pèse Macron à l'instant où nous parlons à l'Assemblée nationale française. 404 voix contre. Une voix pour. 84 abstentions. Donc on doit additionner 404 plus 84. Ce sont les députés qui n'ont pas donné leur approbation à Macron. Il y a 404 qui ont dit non. Il y a 84 qui ont dit nous, on n'est pas dedans. Ils se sont abstenus. Il y a un seul député dans toute l'Assemblée nationale de France, Harold Huart, du groupe Lyot, qui a voté oui. Donc on va additionner 404 plus 84. Ça fait 8. Ça fait 8. Ça fait 488. Ça fait 488 députés qui n'ont pas voté pour Macron. Macron a eu un seul député qui a voté oui à son projet de budget 2026. C'est-à-dire que même les députés de son propre parti, Renaissance, les députés de son ancienne majorité, même ses propres députés-là, ils l'ont abandonné. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul député qui vote pour le gouvernement français indique par ce singleton mathématique que Macron est seul. C'est-à-dire que même ses propres amis qui sont députés à l'Assemblée n'ont pas voté pour lui. Est-ce que vous comprenez? Il faut que les sages de la région de Ségou, il faut que les grands prieurs du cercle de Nyono, il faut que les mystérieux invocateurs de la cité aux 333 saints Tombouctou se rendent compte de la puissance de leur douaou. Oui! C'est du jamais vu.
Voilà pourquoi je vous dis que Emmanuel Macron est sous blocus. C'est pas Bamako qui est sous blocus, hein. Là, je viens de vous donner les chiffres officiels du blocus de Macron. Il est lui seul contre tout le monde. Safroulaye. Ouais. On dit chez moi, Bassa, Loktara, pour invoquer tous les ancêtres méritants, dans une seule formule. On dit à Loktara. Vous, les compagnons de Tara, le maître des jours, venez voir quelque chose. Un président en exercice qui n'a qu'un seul député, qui le soutient à l'Assemblée nationale. What? Non. Écoutez, écrivez bien les chiffres. 488 députés refusent de soutenir Macron. 488. Il y a un singleton, un minus, un olibrius, un individu qui incarne même le lapsus politique. Lui, c'est bien qu'il ait voté pour Macron, parce que le fait qu'il ait voté prouve que Macron est seul. Parce que ce député-là, Harold Howard, qui a voté pour Macron, en fait, c'est Macron bis. C'est la poupée macronienne, c'est un sosie macronien, quoi. Il fallait que Macron soit quand même représenté par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est un seul type. Un. Et même le petit doigt de ma main, là, n'est pas assez petit pour représenter celui qui s'est levé au Parlement pour dire « je vote pour Macron ». Alors qu'il organise un plan pour dire qu'Assimi Goïta est seul, le gouvernement malien est seul, le Mali est seul, Bamako est sous blocus, pour dire que l'AES est tombé, que c'est le chaos, alors qu'ils sont en train de vouloir manipuler par tous les moyens possibles la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, pour monter une campagne internationale d'agression contre l'AES sous couvert de venir combattre le terrorisme. Ça ne marche pas. Voilà que c'est arrivé sur eux à Paris. C'est le président Emmanuel Macron qui est aujourd'hui bloqué. Et tel qu'il est bloqué là, vous savez, il n'a pas le choix. Pour que le texte parte de l'Assemblée nationale pour aller au Sénat, il est obligé d'utiliser le fameux article qui met le feu à l'Assemblée nationale. L'article qui met toujours le feu à l'Assemblée nationale, vous connaissez, dans la Constitution française de 1958, c'est l'article 49.3. Dès lors que vous utilisez des dispositions exceptionnelles de la Constitution pour faire passer une loi, vous donnez à tous les groupes que vous piétinez l'opportunité de destituer le gouvernement et donc de voter une motion de censure. C'est-à-dire que le gouvernement mort-né, le gouvernement moribond de Le Cornu va finir nu dans les prochaines heures. Et on va se retrouver avec M. Macron tentant de nommer dans la même nuit celui qui a été dénommé. Bref, en fait, la fin d'année 2025 s'annonce chaotique. Tous les plans qu'ils avaient prévus pour l'Afrique de l'Ouest en particulier, notamment pour le Mali, sont en train de s'accomplir contre eux, à la virgule près. Car il y a un autre terrain sur lequel il est isolé du tonnerre. Vous avez vu, Donald Trump a proposé un plan de paix en 28 points entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce plan de paix, Donald Trump ne discute qu'avec Vladimir Poutine. Il a mis d'abord de côté Zelensky et il a mis de côté Starmer. Il a mis de côté Merz. Il a mis de côté Macron. Les trois principaux dirigeants européens qui sont à la tête du camp de la guerre contre la Russie. Trump les a écartés. Au point que le président Macron, qui est actuellement en Afrique du Sud, lui aussi, j'utilise cette image, suit les négociations à la télé comme nous tous. Les négociations entre la Russie et les États-Unis à propos de la guerre en Ukraine, les dirigeants européens, eux aussi, les suivent comme nous tous à la télé. Ça, c'est un autre blocus. Il est sous blocus budgétaire à Paris. Il est sous blocus diplomatique dans l'affaire de la guerre russo-ukrainienne. Il est réduit à sa plus stricte insignifiance politique. Du point de vue de tous les analystes politiques ici en France, un président français de la 5e République n'a jamais été aussi affaibli, aussi isolé,
aussi faible, aussi démonté, démembré, désossé que Macron. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous prenez tous les mots qu'ils ont utilisés depuis 3 mois pour tenter de les poser sur le Mali, sur l'AES, sur l'Afrique, et vous pouvez utiliser ces mots pour décrire la situation dans laquelle ils sont. Le Mali a un budget. Le Burkina Faso a un budget. Le Niger a un budget. C'est la France qui n'a pas de budget. Comment peuvent-ils oser dire que l'AES est bloqué alors que c'est ici qu'on n'a pas de budget? Vous avez vu la tournée du président Abdourahmane Tchani? Le président Macron ne peut pas faire une telle tournée en France. Hein. Vous savez ce qui lui est arrivé quand il est allé vers la foule, souvent ici en France. Vous êtes au courant, non? Vous avez vu la tournée du président Abdourahmane Tchani? Avec 12 km de marche à pied dans la ville de Niamey, entre l'aéroport et la résidence présidentielle, en pleine nuit. Vous avez vu? Allez voir les images du défilé du 11 novembre 2025. Le défilé de la commémoration de l'armistice, la fin de la guerre. Allez voir les images du président Emmanuel Macron avec son cortège, traversant la grande avenue des Champs-Élysées et saluant une foule invisible. C'est lui seul qui voyait la foule là. Sinon, nous qui avons les yeux là, et même les caméras de la télé, cherchaient la foule que le président Macron saluait à travers la vitre de sa voiture. Personne. Pas un chat. 2 tondus, 3 pelés. Le peuple de France est resté tranquillement chez lui. L'attitude de l'Assemblée nationale française est une photocopie de l'attitude du peuple français. Le peuple français n'en peut plus. Dans les meilleurs sondages, les plus favorables au président Macron, il a 11% d'opinion favorable. 11%. Un président qui a 11% d'opinion favorable. Ce qui veut dire que vous prenez 100 Français. Eh bien, il y en a 89 qui ne veulent plus, qui ne peuvent plus l'encadrer. 89. Si vous lui demandez de faire une tournée, comme le président Tchani au Niger, vous imaginez ce que les 89 là peuvent faire? Mais ça va être une émeute contre lui. Parce que c'est un président qui est rejeté. Et puis je vous ajoute un 3e élément. En dehors du blocus à l'Assemblée, le blocus diplomatique, avec l'humiliation suprême infligée par Trump aux dirigeants européens, qui ne calculent même pas. Il veut négocier son business avec Poutine et puis on va quitter dans ça. Mais, rendez-vous compte qu'il va falloir pour lui revenir ici, précisément en France, et envisager comment traverser cette fin d'année et l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le chef d'état-major des armées françaises est allé à l'Assemblée générale de tous les maires de la France. Et il est allé là-bas dire que le peuple français doit être prêt à perdre ses enfants dans une guerre imminente, maximum dans 4 ans avec la Russie. Tollé général, c'est du jamais vu. Un militaire issu de ce qu'on appelle traditionnellement la Grande Muette, qui s'en va proposer au peuple français de se préparer à perdre ses enfants dans une guerre qui aurait pour but de sauver le territoire ukrainien. Le général Fabien Mandon, ancien chef d'état-major particulier du président Macron, et qui a été nommé chef d'état-major général de toutes les armées, a défrayé la chronique. C'est la levée de boucliers partout. Les Français disent qu'il est hors de question qu'ils donnent leurs enfants à mourir pour défendre l'Ukraine. Il est hors de question qu'ils acceptent qu'on amène leurs enfants au sacrifice pour rétablir l'autorité d'Ursula von der Leyen, prolonger la carrière de Macron ou satisfaire ce qu'on appelle le deep state américain. Donc, le président Emmanuel Macron est sous blocus à 3 niveaux. Blocus au Parlement, il est bloqué. Blocus sur le plan de la diplomatie internationale, il est bloqué. Mais là, il commence à être complètement bloqué et verrouillé auprès du peuple français. Parce que les maires, vous le savez, les maires sont les administrateurs de proximité.
le maire est, de tous les administrateurs, eh bien, ici en France et un peu partout d'ailleurs, celui qui est le plus proche des populations. Quand vous venez effrayer l'Assemblée générale des maires, vous commettez une bévue et une bavure absolue, parce que ce que vous dites devant les maires a une répercussion extrêmement large, puissante dans la population. Au point que maintenant, le peuple français se dit, mais ce gouvernement pratique le culte de Moloch, le sacrifice des enfants. C'était un gouvernement molokite, au sens du symbolisme biblique de l'infanticide. Comment un chef d'état-major peut parler aussi légèrement de la vie de nos enfants? De quel droit il vient nous demander de nous préparer et d'organiser des deuils? De quel droit? Pourquoi veulent-ils installer une ambiance de morbidité à l'intérieur de la France? Soyez attentifs à ce qu'a dit par exemple l'ancienne candidate à la présidence de la République française, Ségolène Royal, pendant très longtemps députée des Deux-Sèvres, et compagne dans une autre vie de l'ancien président de la République, François Hollande. Elle a dit que manifestement, ce projet de sacrifier les enfants français est l'expression de la volonté inconsciente de Macron de créer une situation exceptionnelle pour confisquer le pouvoir. Lui, avec Ursula von der Leyen, et ainsi ne pas organiser des élections en 2027. Ça froulaille. On se retrouve ici en France avec un Macron en train de faire les plans que Talon fait au Bénin, que Ouattara fait en Côte d'Ivoire, que Biya Paul fait au Cameroun, les plans habituels des dictateurs de la France-Afrique. C'est ça que Macron fait maintenant en plein jour. Ségolène Royal n'est pas la seule. Allez écouter Nicolas Dupont-Aignan. Lui, il est allé plus loin. Il diagnostique le président de la République, Emmanuel Macron, comme étant fou. Et dit que ses propos ne sont pas une insulte, mais une description. Parce que comment quelqu'un peut amener la France à une confrontation avec la Fédération de Russie en sachant très bien que la France en sortira anéantie? Allez voir les déclarations de Florian Philippot, le leader du mouvement des Patriotes. Il est remonté à bloc contre Macron. Allez voir les déclarations des principaux responsables des partis politiques. Prenez par exemple le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a clairement dit « Nous ne voulons pas de guerre. Il est hors de question qu'on aille dans une guerre pour faire plaisir à Macron et à Ursula von der Leyen. Hors de question que nous sacrifions nos enfants. » Donc, le président Macron est sous triple blocus. Blocus budgétaire à l'Assemblée, alors que l'AES a un budget. Le Mali, le Burkina, le Niger ont leur budget. Blocus au niveau de la diplomatie internationale, alors que la diplomatie de l'AES a le vent en poupe. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES sont les plus appréciés, non seulement de leur peuple, mais également des Africains. Blocus dans le rapport au peuple, alors que dans l'AES, nous observons une fusion, une communion, une alchimie parfaite entre le peuple, l'armée et le chef, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. J'ai pris la parole ce soir pour vous montrer l'application pratique de la loi du timbre nigné. Mot Bassa Bantou qui signifie retour à l'envoyeur. Boum, rang. Action, réaction. Qui est sous blocus finalement? N'est pas sous blocus ce qu'on croyait l'être. Qui est sous blocus finalement? Celui qui voulait bloquer les autres. Qui est sous blocus finalement? Celui qui a utilisé le mot blocus à la légère, ne sachant pas que ce mot désormais connaît une courbure, conformément à la théorie de la relativité einsteinienne, qui fait que ce mot s'applique d'abord à celui qui l'utilise d'une manière indue, d'une manière imméritée. Oui, qui est sous blocus? C'est celui qui voulait bloquer, qui s'est bloqué tout seul. Un souvenir d'enfance me vient. Un de mes tontons qui était très fâché contre moi, parce que je lui avais fait une objection à quelque chose de faux qu'il venait de dire. Un de mes tontons
qui n'était pas content de cette objection, a voulu me donner ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire là, un cocota. Vous savez, une taloche. Les grands adorent ça en Afrique. Quand tu fatigues un grand et que tu as ton crâne qui n'est pas loin, il te met ça et le bruit te donne l'ampleur de ta douleur. Alors donc, le tonton, je ne dirai pas son nom parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, même s'il n'est plus de ce monde. Donc le tonton, on était en train de regarder une émission de mots fléchés à la télé et puis il s'est trompé, il a fabriqué un mot qui, bon, n'existait pas dans la langue qui était utilisée à la télé. Je lui ai dit non, ce mot-là n'existe pas dans cette langue. Il n'a pas aimé. Donc il me lance une de ces taloches monumentales et il me loupe. Il me loupe et sa main atterrit sur le bord, le coin de la table. Tellement qu'il voulait me talocher fort, sa main atterrit sur le coin de la table et il s'est légèrement ouvert au-dessus du doigt. L'os du doigt supérieur là, s'est ouvert. Il s'est fait une demi-fracture. Alors, comme c'était un homme extrêmement courageux, m'ayant loupé comme ça, il a serré les dents pour garder sa douleur en lui. Il s'est levé, est allé laver sa main, soigner sa main, puisque moi je m'étais barré. Quand le tonton veut te mettre une taloche comme ça, tu te cherches d'abord. Donc, par la suite, je me rends compte qu'il a bandé sa main. En fait, il s'était fait une fracture là, de l'os supérieur là, de la jointure du majeur. Il s'était fait une fracture. Il bande sa main. Toute la journée, je me tiens à bonne distance parce que sa main gauche était fonctionnelle. Les tontons, il ne faut jamais jouer avec eux. Il t'a loupé à droite, il ne va pas te louper à gauche. Donc je me disais, celui-là, de toutes les façons, je vais payer. Et pendant plusieurs jours, je l'évitais. Dès que je le voyais, je mettais une distance de sécurité avec une possibilité d'accélération. Vous connaissez ces tontons-là, non? Et comme les tontons, ils sont de la génération de vos parents ne disent rien. Si vous punissez, dans l'Afrique de mon enfance, ton oncle, il est de la génération de ton père et de ta mère. Il te punit sans difficulté, même devant ton papa, il te punit. Ton père ne dit rien. Il dit non, c'est ton oncle. Si tu as puni, tu sais ce que tu as fait. Il y avait une justice communautaire, parfois très injuste. Une application parfois aveugle du droit d'aînesse. Voilà, tu as chahuté le tonton, tu oses corriger ce que le tonton dit. Tu dis que le tonton a fait faute, tu vas voir. C'est ton problème. Donc, je me suis tenu pendant 2 ou 3 jours à distance des taloches, des cocotas du tonton. Je craignais même qu'il me donne une taloche qui est très connue en Côte d'Ivoire. On appelle ça à Tcholier. Ça, c'est la taloche latérale. Ça vient ici, là. Ça fait encore plus mal que le cocota. Le cocota, c'est de haut en bas. Au moins, ta boîte crânienne, là, ça résiste. Mais à Tcholier, c'est sur les temporaux. Là. Quand ça rentre, tu en as au moins pour 30 minutes à avoir mal. Donc, finalement, le tonton, un jour, que je continue à me mettre loin de lui, nous avions pourtant de bonnes relations. Et il me dit, écoute, je te rassure, tu as 8 ans ou 9 ans cette année, au nom de Dieu, je ne vais plus jamais chercher à te talocher. Parce que la douleur que j'ai eue là, quand j'ai voulu te talocher, j'ai compris que ce sont les ancêtres qui m'avaient puni. La douleur que j'ai eue quand j'ai voulu te talocher l'autre jour là, moi-même j'ai compris que j'ai été puni. Donc, je vais t'informer officiellement que moi là, jamais plus je vais chercher à te frapper. Parce que toi, cet enfant, tu n'es pas simple. Je vous rapporte quelque chose qui s'est passé. Il n'a plus jamais cherché à me punir, à me quoi que ce soit, le tonton. Il me dit qu'il a eu tellement mal, qu'il s'est dit, mais comment j'ai pu louper le gars? Sa tête était à 0 pas de moi, et puis je me prends le bout de table. C'est pas possible. Cet enfant-là, c'est les ancêtres qui disent qu'il ne faut plus que je le touche. Et il ne m'a plus jamais touché. Il ne m'a plus jamais touché. Alors, je pense que l'Afrique est en train d'atteindre à ce niveau-là. Tous ceux qui ont des plans sordides contre l'Afrique, ils vont avoir des coups très durs. À très court terme, tous ceux qui ont des plans sordides contre l'Afrique, tous ceux qui ont des intentions vraiment très mauvaises, ça va être très rapide. Hein? Nous sommes à l'ère du verseau, c'est-à-dire que le Temnier marche vite. Vous comprenez, non? C'est du tic au tac, c'est en même temps. Ça va et ça vient. Avant, ça pouvait aller et venir sur 1 ou 2 ou 3 générations, avant que ça t'attrape. Ça pouvait même attendre ta 2e, ta 3e ou ta 4e incarnation,
avant que ça t'attrape. Maintenant là, ça t'attrape là, tout de suite. Vous avez vu Sarkozy? Sarkozy aurait pu espérer mourir vieux sans avoir connu l'humiliation de la prison. Dans sa vie là, il a connu. Jusqu'à, il en a écrit un livre. Hein? Le cahier, hein? Mémoire de prison. Mémoire de prison. Ça lui est arrivé dans sa vie. Imaginez Sarkozy en 2010-2011, quand il bombarde la Libye, quand il bombarde la Côte d'Ivoire. Si on disait à Sarkozy, vous irez à la prison de la santé à Paris, Nicolas Sarkozy aurait dit n'importe quoi. N'importe quoi. Il est allé en plein jour, tout le monde a vu. Je crois que le premier qui était étonné, c'était Sarkozy lui-même. J'imagine ce qu'il s'est dit quand il est entré en prison le premier jour. Et pendant que les autres prisonniers là étaient en train de crier sur lui, de l'insulter comme du poisson pourri. Vous savez, la première chose que Sarkozy s'est dite, il s'est demandé si c'est vraiment lui, Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, qui est en cellule. Au nom de Dieu. Sarkozy là, je suis sûr que les 20 jours de prison qu'il a passé là, au moins les 2 premiers jours, il ne savait pas que c'est lui. Quand il passait devant un miroir, l'image qu'il voyait là, il disait, j'ai des doutes. Est-ce que l'image là, c'est l'image du monsieur qui a été président de la République dans ce pays? J'imagine quand il dit là, comme lui, il aime réfléchir en se rasant. Quand il se rasait en cellule là, Sarkozy demandait, mais c'est le menton de qui? Est-ce que c'est le menton de Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha que je suis en train de raser? Il n'a pas cru. Et c'est ce qui va se passer pour tous ceux qui ont des mauvais plans contre l'Afrique. Vous allez voir. Tout va s'accomplir sous vos yeux parce que nous sommes à l'époque de l'accélération de la loi d'action-réaction. Écoutez, c'est le seul sujet que je voulais évoquer avec vous ce soir. Ça fait bien 52 minutes que je vous en ai parlé. Et je vous remercie de partager massivement ceci. C'est le président Macron qui est sous blocus, pas le Mali. C'est Paris qui est sous blocus budgétaire, pas Bamako. C'est le président Macron qui est exclu avec ses homologues européens des négociations russo-américaines. C'est lui qui a des problèmes avec l'armée qui commence à trop parler. Il faut écouter ce que disent des hommes politiques français. J'ai écouté par exemple Éric Zemmour, que je n'écoute pas souvent. Même Zemmour dit, quand la grande muette se met à parler, quand la grande muette se met à parler, c'est dire, et je cite Zemmour, que l'État est par terre. La grande muette, elle se met à parler, ça veut dire que l'État est par terre. L'État. Qu'est-ce que la grande muette peut faire à l'État pour qu'il soit par terre? Ça, c'est une question que je laisse à votre sagacité. Je recommence la question. Qu'est-ce que la grande muette là peut faire à l'État pour que l'État soit par terre? Safroulaye. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. N'est-ce pas? Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée de samedi 22 novembre 2025. Et je salue en particulier le peuple malien, les peuples de l'AES, qui nous offrent une résilience, une prise de conscience, une détermination qui font l'honneur de l'Afrique éveillée. Qu'ils soient tous bénis. Qu'ils soient tous bénis, ces peuples résilients, ces peuples qui refusent d'être manipulés par le néocolonialisme et l'impérialisme. Voilà, allons donc à Tombouctou, célébrer la résilience du Mali, célébrer les Douaou des 333 saints de la cité la plus mystérieuse.